Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier Facebook Live du cabinet ACG. Alors, ce que je vous propose, on va laisser un peu le temps aux gens d'arriver, c'est de vous présenter très rapidement le cabinet ACG. Ensuite, je vais me présenter et après quoi, on pourra rentrer dans le vif du sujet sur le thème que je vous ai proposé d'aborder aujourd'hui. Alors, le cabinet ACG, c'est un cabinet qui ne date pas d'hier puisqu'il a été créé en 1985. Depuis, il s'est étendu, donc il a été créé à Châlons-en-Champagne et il a implanté au fur et à mesure du temps des cabinets, à Reims, à Troyes, à Évry et à Paris notamment. C'est également un cabinet qui a pris de l'importance, qui comporte aujourd'hui une quarantaine d'avocats et de juristes et qui présente la particularité d'être multispécialiste, c'est-à-dire que tous les avocats et juristes qui travaillent au cabinet ont un domaine d'intervention en particulier. Donc je vois que des personnes commencent à arriver. Je vous ai présenté dans les grandes lignes le cabinet ACG et ce que je vous propose, c'est de me présenter moi. Donc je suis avocat associé au sein du cabinet. Alors depuis moins de temps que la création du cabinet, vous vous doutez bien, puisque le cabinet a été créé en 1985, comme je vous l'indiquais il y a un instant. J'avais alors à peine plus d'un an. J'ai fait ma faculté de droit à Reims et alors que j'étais en master en 2007, j'ai été recruté au cabinet en qualité de juriste. Et j'y suis resté depuis en gravissant les échelons au fur et à mesure pour devenir avocat associé aujourd'hui. Je l'indiquais il y a un instant, on a tous un domaine d'intervention en particulier au sein du cabinet d'avocats, au sein du cabinet ACG. En ce qui me concerne, j'en ai deux principaux. J'interviens en droit de la santé, plus particulièrement pour la défense des professionnels de santé. Et mon autre domaine d'intervention principal, et le premier pour lequel j'ai été recruté d'ailleurs, c'est le droit public. Alors, vous n'êtes pas nécessairement tous des juristes, je ne vois pas le nom de toutes les personnes qui sont présentes, mais dans les grandes lignes, le droit public, c'est quoi ? Ce sont des règles qui organisent les institutions et qui organisent les rapports entre les administrés et les institutions, c'est-à-dire entre nous les citoyens et l'État, les mairies, les départements, etc. Et donc vous comprendrez la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Je vous rappelle le thème de mon intervention, qui est un thème très général et à propos duquel, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions auxquelles je pourrais éventuellement vous répondre en direct. Est-ce que attaquer l'État, c'est le pot de terre contre le pot de fer ? Pourquoi cette question ? Je l'ai choisie parce que c'est une question qui m'est très souvent posée. Je vous l'ai dit il y a un instant, je pratique le droit public et donc, très concrètement, mon métier, c'est soit d'attaquer, soit de défendre l'administration, sachant que je l'attaque un peu plus que je ne la défends. Et donc, très souvent, les personnes qui viennent nous voir s'interrogent et me demandent « Écoutez, maître, c'est bien gentil, donc j'ai telle difficulté contre l'administration, contre l'État. L'État, c'est une grosse machine. Est-ce que vraiment j'ai des chances d'obtenir gain de cause contre l'État ?» Et c'est une question récurrente. C'est une question d'ailleurs qui traduit deux autres questions. La première, c'est est-ce que je peux dans tous les cas attaquer l'État ? Et quand je dis l'État, c'est l'administration au sens large. Et la deuxième question, c'est lorsque je le fais, est-ce que j'ai véritablement des chances d'obtenir gain de cause ? Donc ce que je vous propose, c'est très rapidement de répondre à ces deux premières questions, à la suite de quoi je pourrais commencer à répondre aux questions qui nous ont d'ores et déjà été posées. Donc sur la première question, peut-on attaquer l'État ? Alors la réponse est oui, la plupart du temps, dans deux contextes. On peut attaquer l'État, on peut attaquer une commune, une mairie, un département, une région. On peut attaquer un établissement public. Alors les établissements publics, vous y êtes confrontés tous les jours, parfois sans le savoir. Ça peut être par exemple un centre hospitalier. Le CHU de Reims, le centre hospitalier universitaire de Reims, est un établissement public. C'est une personne publique, c'est une administration. Vous avez la possibilité de poursuivre une administration en justice, principalement dans deux hypothèses. La première, c'est pour contester
une décision qui vous concerne et qui aurait été prise par cette administration. La deuxième hypothèse, c'est lorsque vous considérez que vous êtes victime d'une faute qui aurait, selon vous, été commise par cette administration. Et encore une fois, il peut aussi bien s'agir de l'État, d'un établissement public, d'une commune, peu importe. Exemple tout simple, et qui est extrêmement fréquent, d'hypothèse où la responsabilité de l'administration peut être engagée, c'est en cas de chute sur la voie publique. Et je vous assure, il y a énormément de contentieux qui portent sur cet exemple. Vous êtes en train de marcher tranquillement sur un trottoir, vous chutez. Bon. La plupart des personnes considéreront qu'elles sont tombées parce qu'elles n'ont pas regardé où elles marchent. Eh bien, il y a des personnes qui considèrent qu'elles sont tombées à cause du maire qui n'a pas pris les mesures suffisantes pour que le trottoir soit sécurisé. Dans cette hypothèse, si vous pensez véritablement que le trottoir était en mauvais état et que c'est de la responsabilité de l'administration, vous avez la possibilité de poursuivre l'administration en justice pour demander à obtenir une indemnisation de votre préjudice. Alors comment on fait très concrètement? Il existe pour poursuivre l'administration une juridiction spécifique qui s'appelle le tribunal administratif avec une juridiction d'appel, les cours administratifs d'appel, et une juridiction suprême dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est le Conseil d'État. Donc, il est possible dans la plupart du temps, il y a presque toujours des exceptions en droit, mais la plupart du temps, si vous souhaitez poursuivre une administration en justice, ce sera devant le juge administratif qui pourra, en fonction de la solidité de votre dossier, en fonction de ce que vous allez lui dire, qui pourra ou non vous donner gain de cause. Et c'est là que j'en arrive à la deuxième question, je vous rappelle, attaquer l'État pot de terre contre pot de fer. Je vous ai dit dans un premier temps, oui, c'est possible d'attaquer l'administration. Et dans un deuxième temps, l'autre question était, est-ce que j'ai véritablement mes chances? La réponse c'est oui. Encore une fois, je suis avocat publiciste. Je ne peux pas vous répondre non à cette question, sinon ça signifierait que je perds mon temps, très concrètement. Oui, vous avez la possibilité d'obtenir gain de cause, même contre l'État, même contre une grande commune, même contre une région. L'essentiel, c'est évidemment de veiller à faire attention à ce qu'on demande au tribunal. C'est-à-dire que, bien évidemment, si la demande que vous adressez à la juridiction n'est pas sérieuse, vous n'avez aucune chance d'obtenir gain de cause. Par contre, si vous démontrez par A plus B que la décision que vous contestez est illégale, évidemment que le juge administratif a de très fortes chances de vous donner raison. Alors, pas toujours. Je crois que j'ai une question qui me sera posée par rapport à ça. En tout cas, il y a quelques petites hypothèses où le juge administratif est un peu moins sévère que le juge judiciaire et il va pouvoir considérer parfois que même si l'administration n'a pas respecté la loi, c'est pas très grave, on va laisser passer. Mais encore une fois, c'est assez résiduel, on ne peut pas en faire une généralité. Merci Kelly. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a Kelly qui est avec moi pour m'assister. En même temps, vous savez, on m'a dit, quand j'ai passé l'examen d'avocat, le concours l'examen de déontologie, on m'a dit, Steven, c'est pas un prénom d'avocat. Bon, on ne choisit pas son prénom et Kelly ne va pas me contredire, je pense. Donc Kelly, je disais, m'a donné des questions qui nous ont été posées. Quand l'État nous doit de l'argent, peut-on saisir un huissier de justice? Comment on fait quand l'État nous doit de l'argent? Ok. Alors, cette question est très intéressante parce que la réponse est en principe, encore une fois, en droit, la plupart du temps, on va vous répondre en principe. En principe, c'est non. Vous ne pouvez pas envoyer un huissier de justice pour aller prélever de l'argent sur les comptes de l'État. Et il est clair que obtenir par la contrainte une somme d'argent de la part de l'État, c'est assez compliqué. Donc la démarche, lorsque l'État vous doit de l'argent, la première démarche complètement évidente, mais obligatoire, c'est de demander à l'administration qui vous doit de l'argent de vous payer. Vous ne pouvez pas aller devant le tribunal directement. Le tribunal, sinon vous répondrez, mais je ne répondrai pas à votre demande. Il faut que vous demandiez à l'administration de vous payer. Donc, première étape, il faut demander à l'administration de vous payer. Si l'administration ne vous paye toujours pas, dans ce cas-là, vous saisissez le tribunal administratif et vous lui dites, monsieur le juge, j'ai payé l'argent qu'il me doit, il ne m'a pas payé. Dans ce cas-là, si vous avez raison, et uniquement si vous avez raison, ça va de soi, le juge est susceptible de condamner l'État à vous verser la somme d'argent. Donc,
Il est possible pour vous d'obtenir une somme d'argent que l'État vous doit, mais à condition de demander son paiement à l'administration elle-même ou au juge, mais sans passer par un huissier de justice. On a une autre question. Peut-on attaquer toutes les décisions prises par l'État? Là encore, il y a presque toujours des exceptions en droit. Donc, il est vrai que toutes les décisions ne sont pas nécessairement attaquables. Je vous rassure, la plupart du temps, il sera possible de contester une décision devant le juge administratif, mais il y a deux exceptions principales qui sont vraiment résiduelles. Ça ne concerne vraiment pas toutes les décisions, c'est très restreint. Il s'agit, alors pardon, je vais employer des termes très techniques, mais je suis un peu obligé pour répondre parfaitement à la question. Il s'agit d'une catégorie d'actes qu'on appelle les actes de gouvernement. Ces actes de gouvernement ne peuvent être contestés ni devant le juge administratif, ni devant le juge normal, entre guillemets, le juge judiciaire, le juge que vous connaissez un peu plus, celui qui juge les crimes, les délits, les divorces, etc. Les actes de gouvernement ne peuvent être jugés par aucune juridiction en droit français. C'est impossible, parce que les juges en ont décidé ainsi. Exemple d'acte de gouvernement, mais encore une fois, ça concerne très peu de décisions. Exemple d'acte de gouvernement, la décision de l'État français de ne pas rapatrier des personnes enfermées dans des camps en Syrie en France. Il y a une autre catégorie de décisions qui est un peu plus étendue, qui s'appelle les mesures d'ordre intérieur. Alors, une mesure d'ordre intérieur, c'est quoi? C'est une décision qui n'est pas très importante et qui ne justifie pas, selon le juge administratif, qu'un juge se prononce sur cette question qui est, selon lui, peut-être un peu futile. Exemple de mesure d'ordre intérieur. Une punition qui serait infligée à un enfant par son maître ou sa maîtresse. Tu recopieras 4 fois, je fais mes devoirs. Bien. C'est une décision administrative juridiquement. Par contre, le juge considère que ce n'est pas une décision administrative suffisamment grave qui justifierait qu'il soit saisi. Il y a d'autres mesures d'ordre intérieur, alors qui représentent là une importance quand même bien supérieure, mais qui ne peuvent toujours pas être contestées en justice, et que les fonctionnaires connaissent bien d'ailleurs, je pense, ce sont certaines décisions de mutation. Je vais prendre un exemple, un fonctionnaire qui occupe la fonction de secrétaire au service immobilier de la ville de Reims est muté du jour au lendemain au service juridique, toujours pour occuper les fonctions de secrétaire. Eh bien, sauf exception, sauf s'il y a harcèlement moral par exemple, mais sauf exception, cette décision de mutation ne pourra pas être contestée en justice. Et en tout cas, si la personne conteste cette décision, elle n'obtiendra en principe pas gain de cause parce que le juge refusera d'apprécier la légalité de cette décision. Kelly, on a d'autres questions? Oui. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah bah je m'y attendais un petit peu à celle-ci. Alors elle n'est pas vraiment dans le thème, c'est un peu de la triche, mais bon, je vais y répondre quand même. L'obligation de vaccination porte-t-elle atteinte à la liberté individuelle? Alors je m'y attendais et j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que juridiquement, le sujet ne porte pas du tout sur la liberté individuelle. La liberté individuelle, en droit, a une définition très précise qui est prévue par la Constitution, l'article 66 de la Constitution, et correspond à une définition très stricte. Et selon moi, la vaccination n'a absolument rien à voir avec la liberté individuelle. Je pense que, effectivement, l'obligation de vaccination en soi est susceptible de porter atteinte à des droits et libertés, mais ce n'est pas parce qu'une mesure porte atteinte à un droit ou à une liberté qu'elle est pour autant illégale. Vous savez, le droit, c'est un équilibre entre ce qui est permis, la liberté des individus et l'obligation de l'État d'assurer la sécurité des citoyens. Parce qu'il y a tout de même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'État a l'obligation, la sécurité. Et si l'État ne prend pas les mesures qu'il a l'obligation constitutionnelle pour assurer la sécurité de ses citoyens, eh bien, n'importe quel citoyen, n'importe quel justiciable aurait la possibilité d'attaquer l'État en justice. Et donc, dans cet équilibre entre la liberté et l'obligation d'assurer la sécurité, il est possible pour l'État d'imposer à sa population une vaccination. Alors,
La vaccination contre la Covid, ça j'en sais rien. À ma connaissance, ça n'a pas encore été jugé, mais il est évident que ça va l'être. Mais en tout cas, la question qui est de savoir s'il est possible pour un État d'imposer une vaccination, bah bien sûr que oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et à mon avis, il y a toutes les chances pour que les juridictions valident l'obligation vaccinale à intervenir. J'ai ensuite une autre question, toujours sur le vaccin. Si j'ai un effet secondaire avec un vaccin Covid, on attaque le labo ou l'État? Ah oui, c'est presque une colle. Quand on me pose une colle, j'apporte la réponse préférée du juriste, ça dépend. Ou alors vous attaquez les deux, comme ça vous êtes sûr d'attaquer le bon à un moment ou à un autre. Ça peut dépendre dans le cadre d'une vaccination. Dans le cadre d'une vaccination obligatoire, pourquoi pas, il est peut-être possible d'envisager d'attaquer l'État si vous considérez que vous vous êtes fait vacciner à partir du moment où l'État vous a imposé ce vaccin. Donc la responsabilité de l'État peut éventuellement être envisagée. Quant à la responsabilité du labo, il me semble évident qu'elle puisse l'être. Après, attention, moi je réponds à la question, est-ce qu'il est possible d'attaquer? Oui, il est possible d'attaquer, mais après c'est notre paire de manches. Il va falloir organiser des expertises et démontrer que les effets secondaires que vous avez subis sont effectivement imputables à ce vaccin. Et ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas parce que vous vous faites vacciner aujourd'hui et que demain vous vous mettez à tousser que cette toux est nécessairement imputable au vaccin que vous avez eu la veille. Et là, à mon avis, ça risque d'être particulièrement compliqué. En tout cas, oui, il est possible d'attaquer à la fois l'État sous certaines conditions, si notamment il a rendu le vaccin obligatoire, et oui, il est possible d'engager la responsabilité des laboratoires, mais après, il faudra démontrer, encore une fois, ce qu'on appelle l'imputabilité en droit, c'est-à-dire la causalité, le lien entre l'effet secondaire et le vaccin en question. Alors, apparemment, on a parmi nous un fonctionnaire qui hésiterait à attaquer l'État. Je pose la question, le devoir de réserve des fonctionnaires les empêche-t-il d'attaquer l'État? Non. Je vais être synthétique, non. Je m'explique. Effectivement, les fonctionnaires ont un devoir de réserve. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un comportement particulièrement respectueux des institutions, y compris dans le cadre de leur vie privée. Pour autant, ce devoir de réserve ne peut pas avoir pour effet de leur interdire de contester des décisions administratives ou d'engager la responsabilité de l'administration lorsqu'ils ont raison de le faire, dès lors qu'ils le font en respectant les voies légales. J'ai publié un article il y a quelques jours sur la possibilité pour les fonctionnaires de liker des articles, des publications. Alors j'ai rassuré, je pense, beaucoup de fonctionnaires, et les fonctionnaires qui sont présents pourront liker sans difficulté cette vidéo et mes publications. Le fonctionnaire a la liberté de liker, mais en respectant son devoir de réserve, et donc il faut faire attention à ce qu'on like. Mais en tout état de cause, le devoir de réserve en tant que tel, heureusement, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire puisse faire valoir ses droits, puisse attaquer son administration en justice, par exemple, lorsqu'elle prend des décisions sur sa carrière qui ne lui conviennent pas. Alors, quels sont nos droits si on est en désaccord avec le pass sanitaire? Il me semblait avoir répondu à cette question, mais je confonds peut-être avec... non, Kelly? Assume, Kelly, tu m'as pas déjà posé cette question, Kelly? C'est pas moi, c'était une question d'un internaute. Ah non, c'est parce que c'est une question d'un internaute qu'on avait eu avant de commencer, et donc je l'avais déjà vu avancer pour ça. Quels sont nos droits si on est en désaccord avec le pass sanitaire? Alors la question est large, ma réponse va être large. On a le droit de manifester
publiquement son désaccord à condition de respecter l'ordre public. Donc, si vous êtes en désaccord avec le pass sanitaire, qui est toujours en cours de discussion, il me semble, il y a toujours des débats à l'Assemblée nationale, donc je ne vais pas vous parler de la mesure en tant que telle qui n'est pas votée, mais si vous êtes en désaccord avec le projet, vous avez la possibilité de manifester, vous avez la liberté d'expression, à condition de ne pas être injurieux, etc. La liberté n'est pas totale, on est d'accord, mais vous avez la possibilité de manifester votre désaccord. Bon, après, je pense que la personne qui m'a posé la question ne s'attendait pas nécessairement à cette réponse, donc je vais répondre quand même un peu plus précisément. S'il y a une mesure particulière de ce pass sanitaire qui l'ennuie, eh bien, il est possible, je vous l'indiquais en tout début de ce live, il est possible d'attaquer l'acte juridique qui organise ce pass sanitaire. Ça peut être un décret. Admettons que la mesure que vous contestez, je vais dire n'importe quoi parce qu'encore une fois, je n'ai pas consulté le texte, mais admettons que le pass sanitaire rétablisse sur tout le territoire national le port du masque. Bon. Vous avez la possibilité de contester ce décret devant le juge administratif. Si c'est un décret, par exemple, c'est le Conseil d'État. Vous avez la possibilité, en tant que citoyen concerné par la mesure, d'aller devant le Conseil d'État en l'occurrence, si c'est un décret, pour lui dire, écoutez, je suis un citoyen, ce pass sanitaire s'applique à moi comme à tout le monde, puisque je suis un citoyen parmi d'autres, et je considère qu'il est illégal, et donc je vous demande à vous, juge administratif, de bien vouloir l'annuler. Donc voilà, si vous êtes en désaccord avec le pass sanitaire, eh bien, vous avez la possibilité de contester la mesure si elle est réglementaire, c'est-à-dire si elle est prise par un décret ou un arrêté. Par contre, et c'est ce qui va se passer, si c'est une loi, vous ne pouvez pas contester cette loi directement. Vous ne pouvez pas le faire. Mais je vous rassure, d'autres vont le faire pour vous. Si c'est une loi qui est adoptée, il faut que cette loi soit communiquée au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel sera très certainement saisi par des députés ou des sénateurs. Et donc, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononcera sur la conformité de ces mesures à la Constitution. Il y a une troisième option. Alors là, il faut avoir un peu de courage quand même. Il faut avoir le goût du risque. C'est de ne pas respecter la mesure que vous contestez. Donc admettons, il y a la loi sur le pass sanitaire qui passe, il y a les règlements d'application qui sont pris, il y a les décrets qui sont publiés, et vous n'êtes pas d'accord avec ces mesures, vous vous dites, moi je m'en fous, ils demandent le port du masque obligatoire dans la rue, mais moi j'ai pas envie, c'est ma liberté individuelle. Alors, encore une fois, sur une très mauvaise définition de la liberté individuelle, parce que la liberté individuelle, c'est pas du tout la liberté de faire ce que je veux faire moi, c'est la liberté de faire ce que je veux en respectant les droits d'autrui. Mais je ferme la parenthèse. Donc cette troisième possibilité, c'est de prendre la responsabilité de ne pas appliquer la mesure. Et lorsque vous serez poursuivi pour ne pas avoir respecté la mesure, à ce moment-là, vous direz au juge, mais j'avais le droit de ne pas respecter la mesure, puisque la loi qui concerne ce pass sanitaire est elle-même illégale. Donc on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir respecté quelque chose d'illégal. C'est ce qu'on appelle en droit l'exception d'illégalité. Mais attention, c'est un jeu dangereux. J'ai une autre question, alors qui ne concerne plus les vaccins. Encore que, indirectement, pourquoi pas, est-il possible d'attaquer le fonctionnaire ou le politique qui a pris une décision illégale ? Alors là encore, c'est une question intéressante. Réponse de juriste, ça dépend, mais je vais vous préciser, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. La plupart du temps, lorsque vous contestez une décision administrative, je vous le disais tout à l'heure, vous saisissez le juge administratif contre l'administration, pas contre le fonctionnaire qui a pris la décision, contre l'administration. Et le juge administratif, lorsqu'il prendra sa décision, soit annulera la décision, si vous lui demandez d'annuler une décision, s'il vous donne raison, il annule une décision, soit condamnera l'administration à vous verser une somme d'argent. Ce n'est jamais l'individu, ce n'est jamais le fonctionnaire, ce n'est jamais le politique lui-même, personnellement, qui est condamné. Sauf dans certains cas très particuliers, qui sont très très loin d'être majoritaires, sauf lorsque cette décision illégale constitue
en plus une infraction pénale. Donc là, vraiment, c'est un cas très très particulier. Dans ces rares hypothèses, il sera possible d'engager la responsabilité pénale de l'auteur de la décision. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est on attaque l'administration, on attaque ce qu'on appelle en droit la personne morale, on n'attaque pas l'individu en particulier. Quand j'attaque une décision qui a été prise par l'État, je n'attaque pas Emmanuel Macron. J'attaque l'État français. Quand j'attaque une suspension du permis de conduire, je n'attaque pas le préfet de la Marne, j'attaque l'État français, puisque la préfecture est une autorité, qu'on dit en droit, déconcentrée. Notre question, est-ce que je suis obligé d'avoir un avocat pour attaquer l'État ? Vous devinez la réponse, ça dépend. Des fois oui, des fois non. S'il s'agit de contester, de demander au juge administratif l'annulation d'une décision, dans ce cas, l'avocat n'est pas obligatoire. En revanche, il me semble qu'au-delà d'un certain montant, si vous demandez la condamnation de l'administration à vous verser une somme d'argent, dans ce cas précis, l'avocat est obligatoire. Alors, j'ai un petit doute, et puis j'ai un doute tout à fait légitime, puisque moi, systématiquement, lorsque je vais devant le tribunal, c'est parce que la personne a décidé d'avoir affaire à un avocat. Donc, les hypothèses dans lesquelles la personne n'a pas besoin d'avoir recours à un avocat, nécessairement, je ne suis pas personnellement confronté, et donc voilà, je ne peux pas être certain de ma réponse, mais voilà, il me semble que dès lors que la demande porte sur une somme d'argent, de mémoire, ça doit être supérieur à 10 000 euros. Dans ce cas-là, l'avocat est obligatoire. Kelly va me passer la prochaine question. J'ai un peu peur parce qu'elle rit. Non, c'est pas drôle. Alors, je me demande si c'est pas un associé qui... Je sais pas, j'ai pas les noms des personnes connectées, mais bon, je le saurai un jour. Je pose la question, je vais jouer le jeu. Si un avocat n'est pas cru, c'est que son client est cuit. Bon, réponse de juriste, ça dépend, mais alors là, je vous donne la réponse de juriste parce que bon, il n'y a pas véritablement de réponse à apporter à cette réponse. Parfois, l'avocat n'est pas cru parce que son client n'est pas crédible, hein, ça peut être ça. Parfois, l'avocat n'est pas cru par la juridiction parce qu'il n'avait pas les éléments de nature à démontrer au juge que ce qu'il disait est vrai. Mais effectivement, hein, après, il faut bien l'admettre, bien souvent, lorsque l'avocat n'est pas cru, effectivement, le client est cuit et n'obtient pas satisfaction à la demande qu'il avait portée. Et donc, on en arrive à la toute dernière question qu'on a tous hâte de découvrir. Encore une question sur la vaccination, mais j'aurais dû choisir le thème sur la vaccination. Je ferai peut-être la prochaine fois, quoique ce sera passé. L'indemnisation d'un professionnel de santé pour participer à la vaccination dépend du droit public ou social en cas de litige. Je réfléchis. Il me semble... il faut voir qui paye l'indemnisation. Il me semble que ça relève du droit public puisque c'est nécessairement l'État qui assume la charge financière de la permanence vaccinale. Donc il faudrait que je vérifie le texte. Mais à mon avis, il y a de fortes chances pour que ça relève de la compétence du juge administratif, sauf si le texte lui-même dispose du contraire, hein, parce que parfois c'est possible, hein, même si c'est l'administration qui verse une somme d'argent, le texte de loi ou le décret peut prévoir que c'est le juge judiciaire qui serait compétent pour connaître des litiges, mais il me semble, alors surtout si l'intervention pour assurer les vaccinations se fait sur réquisition. Là, sur réquisition, il n'y a aucun doute, ça relève de la compétence des juridictions administratives. Mais sur la participation à la vaccination,
Vraiment, il faudrait peut-être plus de précision pour pouvoir répondre parfaitement à la question. A priori, ça relève du droit public, mais voilà, il faut voir encore le cas particulier. Oui, Kelly, tu me disais quelque chose. Bien. Donc, comme je vous l'indiquais il y a un instant, c'était notre dernière question. En tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir assisté à ce premier live Facebook du cabinet ACG. Et ce que je vous propose, c'est de revenir la semaine prochaine, même heure, même endroit, où mon associé, Maître Pauline Manès, aura le plaisir de vous présenter sa discipline. C'est sur quel thème ? Indemnisation. Maître Manès interviendra sur le droit des victimes. Donc en plus, vous voyez, c'est l'avocate des gentils, c'est l'avocate des victimes. Elle interviendra sur le droit des victimes. Et là encore, c'est le même principe. Vous avez la possibilité dès maintenant de nous poser des questions auxquelles vous souhaitez qu'elle vous réponde. Et elle sera là, bien sûr, en direct pour y répondre en direct si vous avez la possibilité de revenir. Merci beaucoup et à une prochaine.